L'Europe est en ruine. Un continent démembré, où chaque ville fume comme un géant blessé et où des rivières de feu et de cendres reflètent la destruction totale. Les armées qui imposaient autrefois la terreur et la domination s'effondrent désormais face à la réalité de leur défaite, tandis que les hommes qui gouvernaient d'une main de fer cherchent désespérément des ombres où se cacher, se déplaçant parmi les décombres, les ruines et les villes fantômes. Le Troisième Reich s'est effondré, mais sa chute ne signifie pas la fin de ses secrets, ni la fermeture de ses chemins, où ont réellement fui les hommes et les femmes qui ont tissé l'horreur en Europe. Quelles routes cachées et quels refuges secrets les ont accueillis? Qui a réussi à s'échapper et à échapper à la justice, qui se déployait comme une armée invisible sur le continent? Où les dirigeants nazis ont-ils trouvé refuge après la défaite? Comment ont-ils réussi à reconstruire leur vie sous de nouvelles identités, cachées, échappant aux tribunaux, aux détectives et aux mémoires qui les recherchaient? Ont-ils été aidés par des réseaux clandestins, des sympathisants loyaux, ou même par des gouvernements étrangers prêts à les protéger, chacun avec son propre calcul politique et stratégique? Chaque question est un fil qui mène à un labyrinthe de secrets, de décisions désespérées et de survie extrême, où l'astuce et la chance déterminaient qui vivrait et qui resterait piégé dans l'histoire comme criminel de guerre. Nous sommes en 1945. L'Europe, dévastée par 6 années de conflit, commence lentement à se relever sur les décombres de villes entières, de routes détruites et de ponts effondrés. La guerre est officiellement terminée, mais la traque des criminels nazis ne fait que commencer. Les bureaux alliés, les tribunaux internationaux et les forces d'occupation deviennent les chasseurs d'un ennemi qui ne possède plus d'armée ni de frontières, mais qui reste actif dans l'ombre, se déplaçant avec prudence et astuce. Chaque fugitif est un casse-tête combinant intelligence, contact, risque et bien souvent trahison. Un jeu de survie qui se déploie entre justice, vengeance et désespoir humain. L'histoire que nous allons explorer n'est pas seulement la narration de fuites, de disparitions et de sauvetages impossibles. C'est un récit d'action, de stratégie et de désespoir, où la peur et l'ambition s'entrelacent, et où chaque décision pouvait signifier liberté ou capture. Des bunkers fumants aux cachettes éloignées sur des continents lointains, des identités falsifiées aux réseaux secrets traversant les frontières, chaque pas de ces hommes et femmes était un pari sur la vie face à la justice qui planait sur eux. Qui a réussi à s'échapper? Comment ont-ils construit de nouvelles vies, cachées aux yeux de l'histoire et des poursuivants? Quelles forces invisibles, alliances inattendues ou décisions désespérées leur ont permis d'échapper à la portée de la loi? Chaque réponse révèle un monde où l'astuce, la planification et la survie deviennent des armes aussi puissantes que n'importe quelle armée, et où l'histoire, la mémoire et la morale s'entrelacent avec le suspense, l'intrigue et l'urgence de chaque décision prise dans les derniers jours du Reich. C'est l'histoire de la chute d'un empire, des hommes et des femmes qui l'ont édifié et de la façon dont certains ont réussi à se faufiler parmi les décombres, réinventant leur vie, changeant de nom, disparaissant du radar mondial. Une histoire mêlant mystère, tension, stratégie et désespoir humain. Un récit où chaque ombre peut être un allié, chaque route une échappatoire, et chaque silence un secret que l'histoire mettra des décennies à révéler. Avril 1945. L'Allemagne se trouve au bord du gouffre, plongée dans un chaos que peu pouvaient même imaginer. Les villes, autrefois centres de fierté industrielle et culturelle,
brûle dans un incendie qui semble tout dévorer. La fumée s'élève comme un rideau gris et dense, cachant le ciel et teintant de cendres chaque rue et chaque toit. Les ponts, symboles de l'ingénierie allemande et de siècles d'histoire, s'effondrent sous le poids de l'artillerie alliée. Leurs débris bloquent routes et rivières, piégeant les désespérés entre ruines et morts. Le rugissement des chars alliés et soviétiques résonne dans chaque recoin de la nation. Un fracas incessant qui perce même les murs les plus solides, rappelant à tous que la guerre est à la porte de leur propre pays. Dans les bunkers souterrains, où l'obscurité se mêle à l'odeur de l'humidité et de la peur, les hauts responsables du Reich font face à une réalité qu'ils n'auraient jamais voulu envisager. Les cartes stratégiques pendent de travers sur les murs, barrées de rouge et de noir, signalant l'avancée inexorable des forces ennemies. Les lignes de défense s'effondrent, les rapports de pertes arrivent sans cesse, et chaque message apporte un mélange d'incrédulité et de terreur. L'empire qui promettait de durer 1000 ans s'écroule devant leurs yeux, comme un château de cartes que la main invisible de l'histoire fait tomber lentement. La peur s'installe comme un hôte permanent dans chaque pensée. Ce n'est pas seulement la peur de la mort physique, mais la terreur de l'humiliation, de la chute définitive d'un monde bâti sur la violence et la propagande. Chaque officier, chaque collaborateur proche, chaque nazi ayant un jour marché fièrement sous l'ombre de Hitler, sent que son identité même se défait. Les certitudes qui définissaient autrefois leur vie, le pouvoir, la loyauté, la suprématie, s'évanouissent, laissant place à une incertitude poignante. Les couloirs des bunkers, normalement remplis d'ordres et de planification, résonnent désormais de chuchotements et de regards furtifs. Personne ne fait totalement confiance à personne. Chaque geste, chaque mot est analysé à la loupe de la peur et de la survie. Même le Führer, dont la voix était une loi implacable, semble pris dans un abîme de désespoir que ressentent en silence ses partisans les plus loyaux. Ses yeux, autrefois brillants de conviction, reflètent désormais le doute, la fatigue et une ombre de désespoir qui s'étend comme une tache d'encre parmi ses officiers. Chaque homme se pose la même question, encore et encore, comme si répéter la question pouvait donner un indice sur la réponse. Survivrai-je? À qui puis-je confier ma vie quand même le Führer semble pris dans le désespoir? Quel destin m'attend lorsque les armées ennemies pénètrent de plus en plus sur notre territoire et que les Alliés ne montrent aucune compassion? L'anxiété devient un compagnon constant, un poids qui oppresse la poitrine et qui fait trembler même les hommes les plus endurcis à l'idée de ce qui va venir. À l'extérieur du bunker, la réalité est encore plus brutale. Les rues sont pleines de corps et de ruines. Les pleurs des innocents se mêlent aux cris des soldats blessés, et les fantômes des horreurs commises se font plus présents que jamais. La nation, autrefois fière et redoutée, est devenue un théâtre de destruction où l'histoire décide, implacable, qui vivra et qui sera oublié à jamais. Et au fil des jours, les rumeurs se multiplient. Des villes entières tombent sans résistance. Des officiers disparaissent ou se rendent. Et la peur collective se transforme en une marée qui menace d'emporter tout le monde dans son flot. Dans cet environnement, la question n'est pas seulement de savoir si quelqu'un survivra physiquement, mais si l'esprit, l'âme et la conscience pourront résister à l'avalanche de culpabilité, de terreur et de désespoir qui les entoure. Chaque seconde est une bataille entre le mince espoir d'échapper à tout et la certitude que la fin est proche, que l'histoire elle-même s'est retournée contre eux
et que rien de ce qu'ils ont fait ne leur assurera aucune protection. Les visages de ceux qui imposaient autrefois la terreur reflètent désormais l'incertitude et la panique. Le monde qu'ils connaissaient a changé de manière irréversible. Les rues sont pleines de ruines fumantes, et chaque pas vers l'extérieur semble un risque mortel. La méfiance devient un instinct de survie. Les alliés deviennent suspects. Les ordres autrefois sacrés suscitent désormais le doute. Chaque mot, chaque geste, chaque décision est un calcul de vie ou de mort. Entre la fumée et la cendre, les dirigeants nazis sentent que la trahison guette derrière chaque coin, que chaque camarade peut être un ennemi déguisé en ami. Le monde s'effondre et nous n'avons nulle part où courir. Cette phrase résonne dans les couloirs du pouvoir, tandis que les fonctionnaires et officiers recherchent des voies d'évasion, des cachettes et des contacts pour les protéger. La sensation de défaite se mêle à la peur de la capture et de l'humiliation. Certains pensent au suicide pour éviter la honte, d'autres à fuir vers des territoires inconnus, et quelques-uns, encore incrédules, tentent de garder le contrôle sur ce qui n'est déjà plus contrôlable. Le désespoir devient tangible. Les plans qui semblaient auparavant infaillibles s'évaporent désormais comme de la fumée parmi les décombres. Le calcul de chaque mouvement devient une obsession. Chaque décision implique des risques énormes. Devrais-je faire confiance à un pilote pour m'échapper en avion? Devrais-je suivre les ordres de quelqu'un qui a peut-être déjà perdu la raison? Quelles routes sont sûres et lesquelles sont surveillées par des ennemis qui guettent à chaque route et chaque gare? L'esprit se fragmente entre peur et logique, adrénaline et paranoïa, tandis que les jours passent et que la chute du Reich devient inévitable. Au milieu de ce chaos, les témoignages de l'époque reflètent l'intensité de la situation. Des officiers qui crient, des camarades qui pleurent en silence, des soldats qui observent impuissants l'effondrement de l'Empire. Chacun calcule, ment, trahit ou se cache, et dans ce processus se révèle une terrible vérité. Le pouvoir absolu corrompt non seulement le leader, mais aussi ceux qui le suivent sans question, et dans les derniers jours du Reich, la peur est devenue la force la plus puissante gouvernant les hommes qui se croyaient invincibles. Après la chute du Troisième Reich, alors que l'Europe fumait encore parmi les ruines et que les tribunaux de Nuremberg commençaient à se mettre en place, apparurent les célèbres Ratlins, routes clandestines, conçues pour assurer la fuite des hiérarques, officiers et collaborateurs nazis les plus recherchés. Ces routes n'étaient pas improvisées. Elles constituaient des labyrinthes de planification, de contacts et de complicité, soutenus par des réseaux de sympathisants idéologiques, certains clercs offrant un refuge temporaire et d'autres figures voyant en ces fugitifs l'opportunité de préserver des connaissances, des connexions ou même une idéologie qui n'avait pas totalement disparu. Chaque pas, chaque passage par une ville dévastée était marqué par la tension et le risque constant. Une erreur, un nom mal prononcé, un contrôle frontalier plus strict pouvait signifier la fin de la liberté et le début de la capture. Des pays stratégiquement situés devinrent des points de transit clés. L'Espagne, encore sous le régime franquiste, offrait un refuge temporaire où les fugitifs pouvaient se regrouper et préparer l'étape suivante du voyage. L'Italie, avec son territoire fragmenté et son propre chaos d'après-guerre, devint également un point de passage vital, tandis que l'Argentine, avec son ouverture aux immigrants européens et un réseau de sympathisants, émergea comme destination finale de nombreux fugitifs. Chaque frontière franchie, chaque port atteint,
n'était pas simplement un déplacement physique, mais un défi psychologique. La paranoïa d'être découvert se mêlait à l'espoir de survivre, et chaque décision pouvait changer le cours d'une vie entière. S'il m'attrapait, tout était fini. Je ne pouvais pas me le permettre, se souvenait un fugitif des décennies plus tard. Cette déclaration résume l'intensité de chaque voyage. La peur n'était pas abstraite, elle était tangible, palpitante, accompagnant chaque personne dans chaque train, chaque bateau, chaque route secondaire. Chaque rencontre avec un contact du réseau, chaque tampon sur un passeport falsifié, représentait la mince ligne entre la liberté et la capture. L'esprit de chaque fugitif restait constamment en alerte, évaluant les risques, mesurant les loyautés et calculant les probabilités en traversant des territoires qui ressentaient encore la présence de la guerre récente. Ces Ratlines n'assurèrent pas seulement la survie immédiate de nombreux nazis. Elles leur offrirent également la possibilité de réorganiser leur vie loin de l'Europe, loin des tribunaux et de la justice qui avançaient comme une horloge implacable. La stratégie de fuite devint un art, une combinaison d'audace, de patience et de capacité à manipuler alliés et circonstances. Chaque évasion réussie consolidait la légende de ces routes clandestines. Et chaque arrivée dans un nouveau pays était un triomphe silencieux, un moment de répit transformant la terreur de la fuite en la possibilité d'une nouvelle existence. Ainsi, tandis que l'Europe commençait à se reconstruire parmi les décombres et les mémoires d'horreur, les fugitifs du Reich utilisaient ces réseaux pour disparaître de la carte, échapper à la justice immédiate et construire, avec des pas calculés et silencieux, une vie réorganisée loin des scènes de leurs crimes et du regard vigilant d'un monde qui n'oublierait pas ce qui s'était passé. Dans les mois et les années qui suivirent l'effondrement du Troisième Reich, les noms d'Eichmann, Mengele, Bormann et d'autres hiérarques commencèrent à se transformer en légendes de la clandestinité. Chacun d'eux avait sa propre route d'évasion, ses contacts secrets et ses techniques de dissimulation soigneusement planifiées. Il n'existait pas de formule unique. Certains voyageaient sous de fausses identités, d'autres se réfugiaient dans des villes contrôlées par des alliés discrets, tandis que d'autres encore dépendaient de documents de transit créés dans l'ombre par des sympathisants du régime. Chaque pas était empreint de tension et de stratégie, où une seule erreur pouvait signifier la capture immédiate et la fin de leur liberté. Tandis que les forces alliées traquaient chaque piste, poursuivant des noms qui résonnaient encore de terreur à travers toute l'Europe, les fugitifs se déplaçaient comme des ombres, apprenant à disparaître aux yeux du monde. Chaque ville visitée, chaque port franchi, chaque frontière traversée devenait un exercice de survie. Ils analysaient les mouvements des patrouilles, évaluaient la loyauté de ceux qui leur offraient de l'aide et adaptaient leur comportement pour ne pas éveiller de soupçons. Leur existence se réduisait à un équilibre constant entre action et réflexion, où l'astuce mentale devenait aussi cruciale que la capacité physique à se déplacer sans être détecté. L'usage de documents falsifiés devint un outil indispensable. Passeports altérés, lettres de recommandation frauduleuses, tampons simulant la légalité. Tout faisait partie d'un arsenal invisible de survie. Certains recouraient à des bateaux clandestins, embarquant pour des traversées dangereuses sur des mers susceptibles d'être patrouillées par les Alliés. D'autres comptaient sur des trains reliant des villes en ruine, sur des voitures prêtées par des complices, ou sur des maisons sûres où la routine du fugitif pouvait se confondre avec la vie quotidienne d'un civil ordinaire. Chaque mouvement était mesuré,
chaque décision évaluée en fonction de ses risques et bénéfices, car le moindre signe pouvait déclencher la capture. Chaque jour pouvait être le dernier, mais la vie était plus importante que tout orgueil, confia un fugitif des années plus tard. Cette phrase reflète l'état d'esprit de ceux qui survécurent. Un conflit constant entre la culpabilité, la responsabilité de leurs crimes et l'instinct primaire de vivre. La fuite n'était pas seulement physique, mais psychologique. Se cacher signifiait renoncer à l'identité passée, abandonner les symboles de pouvoir et apprendre à s'adapter à une nouvelle existence faite de précautions, de silence et de changements constants. La vie quotidienne de ces hommes devint un labyrinthe d'anxiété et de calcul. Chaque interaction sociale pouvait être un piège, chaque visage inconnu, un traître potentiel. Malgré le risque permanent, beaucoup réussirent à reconstruire leur vie dans l'ombre, toujours attentifs à la possibilité de capture, mais apprenant aussi à tirer parti de chaque opportunité qui se présentait. Leurs destins individuels, séparés mais reliés par un même objectif, la survie, montrent comment les hiérarques du Reich transformèrent la peur en stratégie, la panique en planification et la défaite en un acte silencieux d'évasion. Chaque évasion était une combinaison de chance, d'ingéniosité et d'audace. Et bien que le monde les recherchât avec justice, ils démontraient que même les hommes les plus recherchés pouvaient disparaître entre frontières, mers et documents falsifiés, devenant des fantômes du passé qui suscitent encore aujourd'hui fascination et mystère. Après des années de persécution et la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique du Sud devint un sanctuaire inattendu pour de nombreux nazis qui avaient réussi à fuir l'Europe. L'Argentine, le Chili et le Paraguay émergèrent comme des destinations clés au sein des réseaux d'évasion, accueillant ceux qui avaient vécu dans la clandestinité pendant des mois ou des années. Ces pays offraient non seulement un territoire vaste et relativement isolé, mais aussi des contacts, des alliés politiques et un environnement social permettant aux fugitifs de reconstruire leur vie loin du regard des alliés. L'arrivée n'était pas un acte de victoire, mais d'adaptation forcée. Chaque étape nécessitait un calcul minutieux, depuis le choix des villes adéquates jusqu'à la sélection de communautés où ils pouvaient passer inaperçus. Les fugitifs se retrouvèrent confrontés à une mosaïque d'aides inattendues. Certains gouvernements locaux, sympathisants d'idéologies similaires ou membres de réseaux d'extrême droite, offraient une assistance directe. Des documents falsifiés, des terres pour s'installer, des commerces servant de façade ou des emplois permettant de s'intégrer sans éveiller de soupçons étaient des outils cruciaux pour survivre. Cependant, chaque geste de soutien était également chargé de risques. La coopération devait rester secrète, toute exposition pouvant les renvoyer au jugement ou à la mort. Chaque rencontre, chaque contrat, chaque signature devenait un acte de survie, où le moindre signe pouvait déclencher des conséquences létales. S'adapter à un nouveau continent fut un défi constant. La culture, la langue et les coutumes représentaient des obstacles quotidiens pour des hommes habitués au pouvoir et au contrôle en Europe. Apprendre à s'intégrer sans se faire remarquer devint aussi important qu'éviter la justice. Il devait être invisible parmi la population locale, observant et étudiant chaque mouvement, chaque relation sociale, tout en maintenant leur véritable identité cachée derrière de faux noms et des biographies inventées. La routine quotidienne devint un exercice de prudence extrême. Aller au marché, socialiser, voyager ou même assister à des événements publics impliquait toujours la possibilité d'être reconnu. La construction de nouvelles identités n'était pas un acte superficiel,
mais un processus psychologique complexe. Beaucoup durent renoncer à des symboles, souvenirs et relations les reliant à leur vie antérieure. La culpabilité, la peur constante et la paranoïa se mêlaient au besoin de survivre et, dans certains cas, à l'ambition de prospérer dans le nouvel environnement. Chaque geste dans la vie quotidienne était marqué par la tension. Comment parler, comment agir, comment répondre à des questions simples, tout devait être soigneusement calculé. L'équilibre entre l'apparence de normalité et la vigilance constante définissait l'existence de ces hommes, transformant chaque jour en un acte stratégique. Des témoignages de voisins décrivent des rencontres avec des hommes qui semblaient normaux, mais toujours alertes, avec la peur dans les yeux. Ces observations révèlent la double vie des fugitifs, intégrés dans la communauté, participant à la vie quotidienne, mais toujours vigilants, conscients que le moindre faux pas pouvait les trahir. Les regards attentifs derrière les rideaux, les visites prudentes dans les lieux publics et l'évaluation constante de ceux qui les entouraient étaient des manifestations d'un instinct de survie perfectionné par des années de clandestinité. Chaque geste quotidien, aussi insignifiant soit-il, devenait un acte de calcul et de maîtrise de soi, où le passé ne pouvait être évoqué et le présent devait toujours être protégé. L'interaction avec la société locale exigeait une discipline sociale extrême. Ils devaient apprendre à établir des relations superficielles, maintenir des conversations triviales et éviter tout indice sur leur véritable identité. La vie devint un jeu de masques, où l'expression de toute émotion, trahissant anxiété ou culpabilité, pouvait éveiller des soupçons. La tension constante entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils montraient transforma beaucoup en maîtres de la dissimulation, capables de se déplacer parmi la population avec l'apparence de voisins ou collègues normaux, tandis que leur esprit restait en alerte maximale, mesurant chaque réaction, chaque mot. Malgré l'apparente tranquillité, la vie en Amérique du Sud était un champ de bataille silencieux. Chaque action était accompagnée d'une réflexion stratégique. Où acheter de la nourriture? Comment interagir avec les autorités? Quels commerces entreprendre? Comment maintenir la routine sans éveiller de soupçons? La survie dépendait de la capacité à mêler normalité et prudence, discrétion et audace. Les fugitifs qui réussirent à s'établir en Argentine, au Chili ou au Paraguay vécurent dans un équilibre délicat. Un monde parallèle où la paix extérieure contrastait avec la tempête intérieure de peur, de culpabilité et de vigilance constante, démontrant que fuir ne signifiait pas se libérer de la guerre, mais la déplacer dans un scénario d'ombre où chaque décision pouvait déterminer la continuité de la vie ou l'exposition définitive. Alors que certains nazis optaient pour l'Amérique du Sud, d'autres décidèrent de rester en Europe ou de se déplacer au Moyen-Orient, choisissant des environnements plus proches, mais tout aussi risqués pour reconstruire leur vie. Cette décision n'était pas un caprice, mais un calcul stratégique. L'Amérique du Sud offrait de la distance, mais aussi de l'isolement. Rester en Europe ou se déplacer au Moyen-Orient permettait de conserver une certaine familiarité culturelle, des réseaux d'anciens connus et l'accès à des contacts politiques ou financiers, pouvant être utiles pour reconstruire une existence discrète. Chaque mouvement devait être soigneusement planifié, chaque ville choisie avec la précision d'un joueur d'échecs, anticipant chaque menace possible. Chaque interrogatoire et chaque patrouille alliée pouvant croiser leur chemin à tout moment. Changer de nom, de profession et d'habitude devint indispensable pour survivre. Officiers, scientifiques, médecins ou administrateurs du Reich adoptèrent des identités complètement nouvelles.
Certains se faisaient passer pour des commerçants, ingénieurs ou professeurs. D'autres assumèrent des rôles entièrement inventés, justifiant leur présence et leurs connaissances spécialisées. La documentation falsifiée n'était que la première couche de protection. Le véritable défi résidait dans le maintien du personnage, dans l'apprentissage à répondre naturellement à des questions inattendues et dans l'évitement de tout geste, mot ou habitude pouvant les trahir. Vivre une double vie devint une routine épuisante, un exercice constant de mémoire, de vigilance et de maîtrise de soi. Chaque rencontre sociale se transforma en un jeu à haut risque. Amis, voisins ou collègues pouvaient être d'anciens sympathisants, des confidents ou des espions alliés sous couverture, prêts à dénoncer quiconque paraissait déplacé. Même au sein de cercles d'ex-officiers ou de connaissances passées, la méfiance devint la norme. Les salutations étaient mesurées, les conversations brèves et superficielles, tout commentaire sur la guerre ou le passé devait être évité à tout prix. La peur de l'exposition était permanente et beaucoup vécurent des décennies sous cette pression, conscients qu'une seule indiscrétion pouvait effacer tout ce qu'ils avaient accompli et les ramener à un destin de prison, de jugement ou pire. J'ai appris à ne faire confiance à personne, même pas à moi-même, confie un ex-officier nazi. Cette phrase résume la paranoïa qui dominait le quotidien des fugitifs. La peur interne était aussi puissante que toute menace externe. La surveillance constante de leur environnement, la lecture de chaque geste et l'anticipation de toute situation potentiellement dangereuse devinrent des habitudes automatiques, presque des réflexes conditionnés. Chaque achat, chaque conversation, chaque promenade dans la rue était évaluée méticuleusement. Qui les observe? Quelqu'un a-t-il reconnu leur visage? Utilise-t-on des informations contre eux? L'esprit du fugitif se transforma en un champ de bataille invisible, où chaque pensée était analysée avec rigueur militaire. L'adaptation culturelle et linguistique constituait un autre défi critique. Ceux qui se déplacèrent au Moyen-Orient durent apprendre non seulement les langues, mais aussi les codes sociaux, les traditions religieuses et les coutumes locales pour ne pas éveiller de soupçons. L'intégration ne relevait pas de l'acceptation sociale, mais de la survie pure. Chaque geste culturel mal interprété pouvait être un signal d'alerte, et la capacité d'agir naturellement dans un environnement totalement différent devint une compétence de vie ou de mort. Les ex-officiers durent devenir des acteurs permanents, jouant des rôles, les éloignant de leur passé, mais les maintenant en vie. L'isolement psychologique était inévitable. La vie dans l'ombre signifiait renoncer à des liens affectifs profonds, maintenir un réseau minimal et fiable de contacts, et limiter les relations avec la famille pour ne pas la compromettre. La solitude, la nostalgie et la peur constante pour la sécurité personnelle créaient un état de tension perpétuelle. La routine quotidienne, bien que semblant normale, était imprégnée d'anxiété et de vigilance. Chaque nuit, en fermant les yeux, l'esprit passait en revue chaque interaction, chaque décision de la journée et évaluait les risques possibles. Un ami aurait pu les reconnaître. Un voisin aurait remarqué quelque chose d'étrange. Un officier allié pourrait suivre leurs pistes. Enfin, la vie en Europe et au Moyen-Orient exigeait patience, discipline et résilience. La survie dépendait d'un équilibre constant entre adaptation sociale, contrôle émotionnel et calcul stratégique. La reconstruction d'une existence sûre était un processus lent et méticuleux, où chaque année, sans incident, renforçait la sensation d'invisibilité, mais ne supprimait jamais totalement la menace.
Vivre ainsi pendant des décennies démontrait que fuir la justice ne signifiait pas se libérer du passé, mais apprendre à coexister avec lui de manière intelligente et prudente, transformant chaque jour en un acte de résistance silencieuse et de calcul extrême. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde ne se contenta pas de la chute des armées et de la destruction du Troisième Reich. Les puissances alliées, conscientes que les principaux artisans de l'horreur pouvaient échapper, commencèrent une traque implacable. Des agences comme le Mossad israélien et des chasseurs de nazis indépendants déployèrent des opérations complexes pour localiser des fugitifs cachés dans des pays lointains ou mêlés à la vie quotidienne des villes européennes, latino-américaines ou du Moyen-Orient. Chaque piste était évaluée avec précision. Chaque rumeur, chaque témoignage pouvait devenir la clé menant à la capture d'un criminel ayant réussi à échapper à la justice immédiate. Les fugitifs apprirent rapidement à vivre sous cette pression constante. Leurs mouvements étaient soigneusement planifiés, leurs identités renforcées par des documents falsifiés et leurs relations sociales soigneusement sélectionnées. La paranoïa devint partie intégrante de leur existence quotidienne. Chaque rencontre avec un voisin, chaque conversation apparemment anodine, chaque visite à un bureau ou une banque était évaluée comme une menace potentielle. La vie, bien que semblant normale, était imprégnée de peur, de méfiance et de surveillance perpétuelle. Le souvenir de la défaite et la possibilité d'être capturés les maintenaient dans un état d'alerte permanent, conscients qu'une seule erreur pouvait signifier la fin de leur liberté. « Je ne me suis jamais senti complètement libre », admit l'un des capturés. Cette phrase reflète la tension psychologique constante qui accompagnait les fugitifs pendant des décennies. Même ceux qui parvinrent à s'intégrer dans des sociétés lointaines ou à adopter de nouvelles professions ne pouvaient jamais baisser leur garde. Chaque jour était un équilibre entre survivre, maintenir leur façade et éviter l'attention de ceux déterminés à les conduire devant la justice. La peur ne venait pas seulement des forces étatiques, mais aussi des dénonciateurs locaux, voisins curieux et anciens compagnons pouvant avoir leur propre motivation pour les exposer. Vivre ainsi était un jeu de patience, de stratégie et de calcul extrême, où chaque petit détail pouvait faire la différence entre la liberté et la capture. Beaucoup de ces fugitifs, même des décennies plus tard, furent localisés et arrêtés. Certains, comme Adolf Eichmann, capturé en Argentine en 1960, devinrent des symboles de la justice tardive, montrant que le temps n'efface ni les crimes commis, ni la responsabilité individuelle. Chaque capture devenait un événement chargé de tension et de signification, un mélange de soulagement pour les victimes et de témoignage de la persévérance de la justice internationale. Les opérations pour les capturer impliquaient non seulement habileté et ressources, mais aussi une planification minutieuse, combinant renseignements, infiltration et analyse de réseaux humains complexes. L'impact psychologique d'être capturé après des années de fuite était profond. Les fugitifs passaient de l'illusion du contrôle et de l'anonymat à l'affrontement de la réalité de leurs actes, de leurs crimes et de l'inévitabilité de la justice. Chaque arrestation représentait un choc entre la sécurité construite dans la peur et la vérité inéluctable de leur passé. La transition de l'ombre à la lumière judiciaire générait des sentiments ambivalents, peur, résignation, mais aussi parfois un étrange soulagement après des années de vie en constante vigilance et crainte, même si la justice était arrivée tard. La capture de ces individus eut également un effet symbolique et éducatif pour le monde. Elle démontra que les crimes de guerre
ne prescrivent pas et que l'histoire peut atteindre même ceux qui tentent de fuir. Chaque extradition, procès et condamnation servait de rappel que l'impunité n'était pas possible, envoyant un message aux générations futures sur la nécessité de responsabilité, de mémoire historique et sur l'impossibilité d'échapper aux conséquences d'actes atroces. Le récit de la poursuite, de l'Europe à l'Amérique du Sud et au Q et stratégie globale. Enfin, la traque de ces criminels de guerre montra la résilience de l'humanité face à l'horreur. La traque n'était pas seulement un effort militaire ou policier, mais aussi un processus moral. Chercher la justice pour des millions de victimes qui ne pouvaient plus parler. Les fugitifs, malgré leur intelligence et leur prudence, se retrouvèrent confrontés à des forces implacables, des réseaux de chasseurs expérimentés et au poids inévitable de leur passé. Chaque arrestation, capture ou extradition représentait une fermeture partielle des chapitres les plus sombres de l'histoire et une leçon sur le fait que la liberté obtenue par la peur et le mensonge est toujours fragile et temporaire. Après la chute du Troisième Reich, tous les criminels de guerre n'ont pas affronté la justice immédiatement. Certains ont trouvé des chemins cachés grâce à des réseaux internationaux opérant avec précision et discrétion. Ces réseaux étaient composés de sympathisants idéologiques du nazisme, de clercs offrant leur aide sous l'apparence d'un refuge humanitaire et d'organisations secrètes opérant entre les pays, facilitant la fourniture de faux documents, le transport sécurisé et des contacts stratégiques. Chaque mouvement, chaque décision de franchir une frontière était mesurée et calculée, et chaque pas dépendait de la confiance accordée à ces réseaux. L'existence de ces structures démontre que l'histoire ne se construit pas seulement sur le front de bataille, mais aussi dans l'ombre, où politique, idéologie et survie s'entrelacent de manière complexe. Certains gouvernements, motivés par des affinités politiques ou des intérêts économiques, ont permis à certains nazis de s'installer temporairement sur leur territoire. L'Espagne, l'Italie, l'Argentine et le Paraguay sont devenus des points clés de transit ou de refuge où officiers et dirigeants pouvaient reconstruire partiellement leur vie, rester cachés et réorganiser des plans d'évasion vers d'autres régions du monde. La collaboration n'était pas toujours officielle. Parfois, elle consistait en la complicité silencieuse de fonctionnaires, d'entrepreneurs ou de citoyens ayant des connexions internationales, offrant assistance en échange de loyauté, de faveur ou simplement par affinité idéologique. Chaque protection accordée devenait un maillon de plus dans une chaîne qui maintenait les fugitifs un pas devant la justice, prolongeant l'impunité et défiant la morale mondiale. Pendant des années, j'ai été protégé, mais j'ai toujours su que la paix que je vivais était empruntée, confia l'un des réfugiés, reflétant la paradoxale liberté sous l'ombre de la clandestinité. Ces complicités n'étaient pas seulement stratégiques, mais aussi profondément humaines et contradictoires. Alors que des millions de personnes avaient été victimes de crimes atroces, il existait des individus et des réseaux qui, par convenance ou conviction, décidèrent d'aider ceux ayant directement participé à ces crimes. Le phénomène montre comment l'histoire peut être manipulée par le pouvoir politique, le calcul économique et l'idéologie, et comment la justice, bien qu'étant un idéal global, reste parfois subordonnée à des intérêts locaux ou internationaux. L'action de ces réseaux transforma la traque des nazis en un jeu d'intelligence, de patience et de calcul, où chaque mouvement devait être soigneusement planifié pour éviter d'être détecté par les alliés ou les agences de justice internationales. Dans les couloirs du pouvoir, la politique internationale joua un rôle décisif dans la survie des fugitifs. Les accords tacites,
Les silences opportunistes et les intérêts stratégiques permirent à certains dirigeants et officiers de rester actifs pendant des années. La géographie politique, l'éloignement de l'Europe dévastée et l'ouverture de routes de transit vers l'Amérique du Sud ou le Moyen-Orient offraient un terrain fertile à l'évasion. Chaque protection obtenue était un exemple de la manière dont les décisions politiques peuvent influencer directement le cours de l'histoire et comment l'éthique internationale est parfois éclipsée par la convenance, l'idéologie ou la peur. La vie dans ces refuges n'était pas tranquille. Elle était marquée par la peur constante d'être dénoncée ou capturée. La protection offerte par des sympathisants ou des gouvernements n'éliminait pas la menace de la justice. Chaque fugitif devait apprendre à s'adapter, changer ses habitudes, adopter de nouvelles identités et maintenir une façade convaincante de normalité. Les réseaux internationaux fonctionnaient comme un système vital. Transport sécurisé, falsification de documents, contact pour l'approvisionnement en biens essentiels et alerte sur les possibles traques. Stratégie et prudence étaient constantes, et la survie dépendait de l'habileté à naviguer entre loyauté cachée et alliances incertaines. J'ai appris à me méfier de tout le monde, même de ceux qui me protégeaient. Le prix de la liberté était de vivre toujours en alerte, se souvint un autre ex-officier, démontrant comment la complicité pouvait sauver la vie, mais jamais apporter la tranquillité. Enfin, ces réseaux internationaux et complicités politiques transformèrent l'histoire des fugitifs nazis en un récit de survie prolongée, d'ingéniosité extrême et de calcul stratégique. Chaque contact, chaque faveur, chaque route sûre contribuait à prolonger leur liberté, tandis que la justice luttait pour les atteindre. Les refuges temporaires, les protections politiques et les alliés idéologiques créèrent un monde parallèle où l'histoire pouvait être modelée, retardée ou déformée. Cependant, même dans l'ombre, la tension, la peur et l'inévitabilité du jugement restaient présentes, rappelant que l'évasion de la justice, même prolongée, était toujours fragile et précaire.